Décidément, ils ne nous laisseront jamais tranquilles. Surtout aujourd'hui, le 6 juin. Oh, soyez gentils. Ne le lui rappelez pas. Il y a toujours ce photographe là-bas. Il pleuvra avant ce soir. C'est toujours comme ça, les 6 juin. Le 6 juin 44, j'avais presque gagné. Et 25 ans plus tard, je marche sur la terre d'Irlande parce que j'ai perdu. Le 27 avril dernier, ils n'ont pas suivi. En 40, je disais qu'au bout de nos peines, il y aurait la gloire la plus grande du monde, celle des hommes qui n'avaient pas cédé. Et aujourd'hui, ils ont le tiercé, la télé. La gamelle est pleine. Alors, l'effort et la volonté, à quoi bon? Pourtant, l'an dernier, j'ai pensé que c'était vraiment reparti, mon général. Que les Français continueraient de vous suivre. Quand nous sommes rentrés de Baden-Baden, j'en étais sûr. Oh, Baden-Baden. Brave Massu. Nous n'avons pas toujours été d'accord, mais il a toujours été fidèle. Les Français veulent que le général de Gaulle soit le général de Gaulle, ce qui veut dire qu'il n'y a qu'un seul mot d'ordre. Faire face. Faire face. Ça n'intéresse plus personne, ces choses-là. En cette matinée du 10 juillet 1968, a eu lieu à l'hôtel Matignon la passation de pouvoir entre M. Georges Pompidou et le nouveau Premier ministre, M. Maurice Couve de Murville, qui, on le rappelle, a été sans discontinuer ministre du général de Gaulle depuis 10 ans. Bon, merci. Merci, messieurs. C'est ce qu'on appelle le changement dans la continuité. Vous êtes au courant, Maurice? Pompidou se répand sur vous en parlant de la profonde ambition de Couve de Murville. Je sais, René, mais il ne vous épargne pas non plus. Sa phrase favorite, c'est « Capitan est un poignard ». Il nous faut rester sur nos gardes. Pompidou s'est fait beaucoup d'amis parmi les députés, qui sont prêts à le suivre au moindre signe. Comme vous le savez, il ne prendra pas de vacances. Il est déjà en campagne. Et ici même, au Conseil, il a des yeux et des oreilles. Comme si je ne le savais pas déjà. Monsieur le Président de la République. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président. Je vous en prie. Nous avons beaucoup à faire. Les chantiers sont nombreux. Et pour cela, nous devons commencer par ne pas douter de nous-mêmes. Je veux que dans tout le pays, comme dans ce gouvernement, on sente une réelle vitalité. Nous allons engager les réformes annoncées, à commencer par celle des universités. Il y aura les réformes sociales, économiques, la participation, j'insiste, la participation, car nous devons tirer les leçons de la crise qui a secoué notre pays ces derniers mois. Et avant cela, tout le monde doit savoir que nous ne tolérerons plus que l'ordre public soit bafoué. Les abus, c'est fini. Ce qui s'est passé va coûter très cher aux finances de la France, qui ont de surcroît à subir l'effet de la fuite des capitaux. Nous devons rétablir la confiance, panser les plaies et travailler à une grande œuvre d'avenir. Il est l'heure de la conférence de presse, mon général. Les journalistes n'ont jamais été aussi nombreux. Ils vont nous demander, eux aussi, ce qu'est la participation. Je le crois, mon général. Et aussi des nouvelles de Pompidou.
J'ai dit ce que j'avais à dire à cette conférence de presse. Mais il faisait très chaud. Et j'étais gêné par la toux. J'ai surtout eu le sentiment que c'était la dernière fois. Vous avez mis les rieurs de votre côté en disant que le mois de mai avait fait croire que les canards sauvages étaient les enfants du bon Dieu. Oui. Mais j'aimerais vous demander, mon général, pourquoi vous avez présenté la régionalisation et la réforme du Sénat comme aussi nécessaire que la participation? On s'est aperçu que la participation n'était pas compatible avec la procédure du référendum. Notre constitution ne le permettait pas. Il fallait remettre tout ça sur l'enclume. Dans ce cas, pas de référendum du tout vous aurait permis de terminer votre mandat. Mais ce que je voulais, comme je l'ai toujours fait, c'est que le pays me dise s'il avait encore besoin de moi. Je n'ai jamais eu qu'une ambition, Floïc, la liberté des hommes. La liberté qu'il faut conquérir et conserver en voyant le plus loin possible. Tant pis. Vous dites que vous avez eu l'impression que cette conférence de presse était la dernière. Je vous avoue, mon général, moi aussi. Un vieux compagnon ne pouvait en ressentir que de la douleur. Qu'est-ce qui vous a donné cette impression? La façon très noble dont vous avez passé le flambeau à M. Pompidou. Quand vous l'avez invité à se mettre en réserve de la République et à se préparer au mandat que la nation pourrait un jour lui confier. Mon général, est-ce à cause de M. Pompidou que vous ne souhaitez pas être en France la semaine prochaine pour l'élection présidentielle? Il sera élu. C'est tout ce qui compte. En tout cas, à sa place, je sais ce que je ferai à votre retour. J'irai vous accueillir à la descente de l'avion. L'idée lui viendra, peut-être. Mais il n'osera pas. Oui, tout cela est très ennuyeux. Bien, c'est entendu. J'espère que ça n'était pas Philippe pour te dire qu'il ne vienne pas demain. Non, c'était le secrétaire général de l'Élysée. J'ai déjà une carte pour ton anniversaire. Nous ne sommes que le 1er novembre. D'ici le 22, il peut se passer tout ce qu'on veut. Et puis, 78 ans. Est-ce qu'on doit vraiment célébrer ça? Qu'est-ce qui se passe, Charles? Que t'as dit Tricot? On a découvert le cadavre d'un voyou dans une décharge publique. Il avait écrit des lettres et posséderait des photos compromettantes concernant Madame Pompidou. Des saletés. Oh mon Dieu. Ça ne peut pas être vrai. Il faut faire quelque chose. J'ai demandé qu'on prévienne tout de suite Pompidou, mais je ne me mêlerai pas de ça. C'est un coup monté, évidemment. Il n'y a rien de sérieux dans cette histoire. C'est de la boue. On ne peut pas laisser accuser une femme comme Madame Pompidou. Il faut rentrer à Paris. Nous rentrerons lundi comme prévu. Demain, c'est le jour où on honore les morts. Elle aurait 40 ans. Si elle avait vécu, elle serait toujours notre tout petit qui accompagne son papa en attendant de le retrouver. Du nouveau dans l'affaire Markovitch. Ce dossier dans lequel le nom de Madame Pompidou a été cité.
En effet, les enquêteurs sont désormais certains qu'il s'agit d'une sordide machination politique visant à affaiblir Georges Pompidou. Pour autant, les adversaires de l'ancien Premier ministre, notamment dans la majorité, ne semblent pas vouloir désarmer et continuent d'alimenter les rumeurs. Vous savez la raison qui m'a poussé à solliciter cet entretien, mon général. Je tiens à vous dire 3 choses capitales. Tout d'abord, je connais assez ma femme pour savoir qu'elle ne peut en aucun cas être mêlée à cette histoire abjecte. On désigne d'une façon qui ne m'inspire que le dégoût l'affaire. L'affaire Markovic. Ensuite, que si l'on cherche à me mouiller, ce sera en vain. J'aimerais pouvoir en dire autant, ce sera le dernier point, de certains ministres. Je parle de M. Couve de Murville et de M. Capitan, ainsi que de proches collaborateurs de l'Élysée. Il n'y a eu aucune réaction d'homme d'honneur. Mais moi, je n'ai jamais cru une seule seconde à cette histoire. Et j'ai demandé qu'on vous prévienne sans délai. Justement, mon général, je n'ai été prévenu que 48 heures après, et pas par ceux que vous aviez chargés de m'informer, qui sont restés silencieux et le sont toujours. Personne me fera croire que c'est involontaire. Ceux qui ont manqué à ce point à la dignité, qu'espèrent-ils des conséquences de tout cela? S'ils n'attendent que de la souffrance, ils peuvent s'estimer comblés. Si leurs calculs visent d'autres fins, ils ont d'ores et déjà échoué. Vous savez, on n'est pas un homme d'État sans avoir à endurer la calomnie. Traiter toutes ces bassesses par le mépris. Je suis un Auvergnat au cuir épais, mon général. Je sais à quoi m'en tenir et quoi faire. Mais il s'agit de ma femme. Et le mépris ne suffira pas. Encore une fois, laissez l'infamie recouvrir ceux qui la répandent. Il faut songer désormais à vous affirmer et à faire en sorte qu'on n'oublie pas ce que vous êtes et ce que vous serez. Mon estime et mon amitié vous sont pour toujours acquises, ainsi qu'à Madame Pompidou. Messieurs, vous aviez tous vos feuilles de route. Je vous engage donc à vous y atteler dès que possible. Comment tu l'as trouvé? Il a l'air déterminé, mais je voudrais pas qu'il se trompe. Tout ce qui me revient sur la régionalisation est mitigé, hein. Disons, très mitigé. Et sur le Sénat, ça ne prend pas non plus. De toute façon, maintenant, ça jouera sur son nom. Et je suis persuadé que c'est ce qu'il veut. Lui seul face au peuple. Le voilà. Pardonnez-moi de vous avoir fait attendre, mesdames et messieurs les journalistes, mais il n'est guère plus facile de circuler à Rome qu'à Paris. Tu vas m'attendre, hein? Et je vous remercie de vous être déplacés. Je suis très sensible à l'intérêt que vous portez à mon séjour dans la ville éternelle. Justement, dans quel contexte s'inscrit ce voyage? Il ne vous a pas échappé que, n'ayant plus la charge de conduire le gouvernement de la France, je disposais d'un peu plus de temps pour voyager. Vous avez été reçu en audience par le pape. C'est un très grand honneur que le Saint-Père a fait à ma femme et à moi-même, oui. Est-ce que ce voyage vous permet d'oublier ce qu'on appelle maintenant en France l'affaire Markovic? L'abjection ne peut s'oublier, comme je n'oublierai pas ceux qui l'ont conçue et répandu. Et la France?
Seriez-vous à l'occasion candidat à la présidence de la République? Pour l'heure, cette question ne se pose pas. Mais si le général de Gaulle se retirait, il va de soi que je serai candidat. Alors, Floïc, vous avez eu ça? Vous avez reçu M. Pompidou, mon général. Les Français penseront que cette déclaration a été faite avec votre accord. Alors nous allons mettre les choses au point. Je veux qu'on publie un communiqué rappelant que j'ai été réélu en 65, président de la République pour 7 ans, et que j'ai bien l'intention de remplir ce mandat jusqu'à son terme. Je le transmets immédiatement, mon général. Merci, Floyd. Oui, je sais. Yvonne, j'ai toujours dit 80 ans. Que voulez-vous? C'est de la politique. Je tiendrai parole. Monsieur le Président. Merci. Je vous en prie. Merci. Vous souhaitez me voir, mon général? Asseyez-vous, Debré. Nous avions le même âge avec Eisenhower. Et presque un même destin. Un grand soldat devenu président de son pays. Oui. Et nous partons à ses funérailles. Vous avez noué d'excellentes relations avec le président Nixon. J'ai reconnu en lui un homme d'État et un patriote. Eisenhower, c'était autre chose. Oh, ça n'a pas été facile au début, mais il y a eu la libération. Général Eisenhower, au nom de notre bonne amitié, je vous demande de faire entrer des troupes dans Paris et de désigner la 2e division blindée du général Leclerc pour en prendre la tête. I'm the first among Americans to believe that without the French resistance, the Normandy landings would have failed. La France compétente entrera la première dans Paris. Elle est chez elle. Merci, général. Finalement, mon général, vous n'êtes pas aussi anti-américain qu'on a pu le dire. Moi, je défends la France. Alors, bien sûr, nous sommes tantôt amis, tantôt adversaires avec les Américains. C'est une situation que l'on retrouve souvent dans la vie. On croit que rien ne pourra détruire certains liens, et puis ça arrive. Voilà. Faites-vous allusion à Pompidou? Pompidou a voulu faire croire que ce qu'il avait dit à Rome lui avait échappé, que ce n'était pas sérieux. Et voilà que 15 jours après, il remet ça à Genève. Il ne se fatigue plus, j'ai compris. Mais ne pensez-vous pas qu'il cherche surtout à faire oublier l'affaire Markovic? Je sais qu'il m'a souvent reproché de ne pas être intervenu, de ne pas l'avoir soutenu. Vous voyez De Gaulle ramasser les poubelles? C'est une histoire montée de toutes pièces. Il n'empêche, il aurait dû mieux choisir ses fréquentations. Le référendum, il le soutient? Il le soutient, mais il n'en veut pas. Giscard est plus franc. On sait qu'il ne soutiendra pas. Giscard et Pompidou ont la même préoccupation. Je suis de trop. Non. On ne peut empêcher les ambitions personnelles. Mais les Français savent ce qu'ils vous doivent. Je ne peux pas faire leur bonheur contre leur gré. Il n'y a plus de volonté. J'ai l'impression de perdre mon temps. Le référendum vous prouvera le contraire. Frey et Guichard m'ont démontré qu'on n'était pas en mesure de le gagner, ce référendum. Il pourrait être renoncé, bien sûr.
Ici et là, on me dit que ce serait le mieux. Personne ne reconnaîtrait le général de Gaulle dans une décision comme celle-là. Oui, ça donnerait l'impression de battre en retraite. Mais ce ne serait pas dans le déshonneur. Le problème, comme vous dites, c'est que ce ne serait pas de Gaulle. Je n'ai pas reculé en 40, je ne vais pas le faire maintenant. Et pour la bonne raison que si on ne le fait pas, ce référendum, Debré, on ne fera plus rien. Et la France s'effacera. En réponse à la seule question posée, qui est d'approuver par une seule réponse l'ensemble du projet de loi, en ce qui me concerne, avec regret, mais avec certitude, je ne l'approuverai pas. Comme il fallait s'y attendre, la déclaration de Valéry Giscard d'Estaing n'a pas manqué son effet. Effectivement, le dernier sondage sur le référendum maintient le oui sous la barre des 50%. Nous voici arrivés au terme de ce Conseil des ministres, le dernier avant le référendum de dimanche prochain. Nous nous réunirons en principe mercredi, puisque nous gardons l'espoir de nous retrouver la semaine prochaine. S'il n'en était pas ainsi, ce serait un chapitre de l'histoire de la France qui s'achèverait. Je vous remercie. J'ai à vous parler. Je voulais vous voir, Malraux, avant votre meeting de ce soir. Il y aura du monde. Vous direz ce que vous inspire votre fidélité. Pompidou a promis qu'il viendrait. Oui, il viendra, mais il ne prendra pas la parole. Il se contentera d'applaudir, et tout le monde comprendra que, quoi qu'il advienne, c'est lui, désormais, qui est là. Les patrons, les bourgeois et les banquiers peuvent dormir tranquilles. Je leur dirai qu'il ne peut pas y avoir d'après-gaullisme contre le général de Gaulle. À vous, je peux le dire. Je serai heureux et soulagé si le non l'emporte. J'ai fait ce que j'ai pu pour mon pays. Un jour, l'histoire jugera. Monseigneur. Ne vous inquiétez pas. J'enregistrerai mon discours vendredi comme prévu, et puis je m'en irai. Je fais prendre les dispositions nécessaires. Peut-être qu'avec 10 ans de moins. Mais les Français ne veulent plus d'un homme de mon âge. Et surtout, ils ne veulent plus d'une France debout. Nous n'y pouvons plus rien. Françaises, Français, vous, à qui si souvent j'ai parlé pour la France, sachez que votre réponse, dimanche, va engager son destin. Si je suis désavoué par une majorité d'entre vous, et quel que puisse être le nombre, l'ardeur de l'armée de ceux qui me soutiennent et qui, de toute façon, détiennent l'avenir de la patrie, ma tâche actuelle de chef de l'État
deviendra évidemment impossible et je cesserai aussitôt d'exercer mes fonctions. Vive la République! Vive la France! Ça ira comme sortie. Ce n'est pas perdu, mon général. Ben si, Floïc. Et tout le monde le sait. Nous rentrons, Yvonne. Faites baisser les drapeaux. Arrêtez. Merci pour tout, mon vieux. Merci. Bonjour madame. Avez-vous fait bonne route? La meilleure qui soit, Charlotte. Bonjour général. Bonjour, Charlotte. Cette fois-ci, nous rentrons définitivement. Je vais m'allonger. À l'heure où nous faisons ce point, il apparaît qu'en métropole, le non l'emporte avec un pourcentage qui se situe aux alentours de 53%. Ce qui laisse, vous l'aurez compris, peu de chance à un renversement de tendance. Je crois qu'on en a assez vu. Ton mari vient de recevoir son congé. Il fallait bien que ça arrive un jour. Je voudrais que tu n'aies pas de chagrin. Dans 10 ans, on se rendra compte que j'avais raison. Et dans 50 ans, encore plus. Non, le communiqué doit être bref. Il n'y a rien d'autre à dire que ceci. Je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision prend effet aujourd'hui à midi. Non, ni téléphone, ni visite. Qu'on me laisse en paix.
voici le texte. Je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision prend effet aujourd'hui à midi. Depuis midi, M. Alain Poher, le président du Sénat, exerce provisoirement les fonctions de président de la République. À 20h, il... Nombreuses réactions en France après le départ du général de Gaulle. Le président Nixon... Quant aux ministres, ils se sont retrouvés ce matin à l'hôtel Matignon pour un conseil de cabinet. Monsieur Couve de Murville a lu aux journalistes la lettre. Donc la France a dit non au référendum sur la régionalisation et sur la réforme du Sénat. Des personnalités qui seront candidates à la présidence de la République, déjà, un certain nombre de déclarations ont été prononcées. Ainsi, M. Valéry Giscard d'Estaing a fait une communication à la presse cet après-midi. Eh bien voilà. C'est fini. Je n'éprouve que honte et tristesse, mon général. Il y a au moins une centaine de journalistes à la grille. Ils perdent leur temps, je ne les verrai pas. Je n'interviendrai pas sur quoi que ce soit. Les Français souhaiteraient peut-être que je leur parle une dernière fois. Il n'y a plus rien à dire. Qui a dit non? Vous prendrez toutes les dispositions dont nous avons parlé, n'est-ce pas? Et j'insiste sur le fait que je refuse tout traitement prévu pour les anciens présidents, y compris pour le Conseil constitutionnel. Tout sera fait, mon général. Au fond, voyez-vous, je ne suis pas mécontent de terminer ainsi. Non. Quelle perspective avais-je vraiment? Sinon, des difficultés qui n'auraient pu que réduire le personnage que l'histoire a fait de moi et m'user sans bénéfice pour la France. Et alors, bien sûr, il y a la trahison de Giscard. Et pensez à tous ces hommes que j'ai vaincus depuis 30 ans et qui, depuis hier soir, redressent la tête. Alors, ça ne vous étonnera pas, mais c'est à mon cher Chateaubriand que je pense aujourd'hui, et à ce qu'il disait sur le duc de Lauzun, un de ces hommes en qui finissait un monde. Il va y avoir à Paris un grenouillage effréné. Et puis, l'élection, je ne veux pas être là. J'aimerais aller en Irlande. Une partie de mes ancêtres maternels est irlandaise. Monsieur Georges Pompidou sort victorieux de cette élection nationale avec 57,78% des suffrages exprimés. Élu président de la République pour 7 ans. Oh. Quel dommage que mon frère n'ait pas pu venir. Mais d'autant que j'avais des choses à lui demander pour mes mémoires. Votre travail avance bien, papa? Je me donne un mal de chien. Il le faut bien. Le temps presse. Vous pourriez en consacrer davantage au repos. Écoutez, Yvonne, vous savez bien qu'à moins de 4 ou 5 heures par jour, on n'arrivera à rien. En tout cas, le seul qui soit autorisé à pénétrer dans ce bureau, c'est le chat.
Oh. Coucou, grand-père. Coucou. Anne a encore un secret pour son grand-père. Ah bon? Qu'est-ce que c'est que ce secret? Oh. Oui. Mes respects, mon général. Je vous remercie d'avoir accepté que je vous téléphone. J'aimerais vous convaincre de recevoir le président de la République qui voudrait vous voir. Il le souhaite ardemment, mon général. Guichard, dites à Pompidou que ce n'est pas dans mes intentions. Tout cela ne me concerne plus. Mon général, vous lui avez fait l'honneur d'un message de félicitations. Il en a été très touché. Je me permets d'insister. C'est inutile, Guichard. J'ai été très heureux de vous parler. Merci, Charlotte. À demain, bonne nuit. Bonne nuit, madame. Bonne nuit, général. Bonsoir, Charlotte. Alro sera gâté demain. Il aura des filets de sole avec du rôti de bœuf. Oh. Pas de dessert? Ne t'inquiète pas, tu auras ton île flottante. Ah. Finalement, nous aurons vu peu de monde. C'est mieux ainsi. Oui, je vais continuer à voir de temps en temps ceux qui m'ont suivi. Les autres ont fait leur choix. Je n'ai pas envie que défilent les complaisants qui viendraient me jurer que c'est toujours De Gaulle qui les inspire. Malraux, c'est différent. Oh, Malraux, il va s'interroger sur le sens des choses, en contournant toutes les questions qui le ramèneraient à Dieu, au prétexte qu'il n'y croit pas, alors que c'est le contraire. C'est l'homme de l'inattendu. Il y a 3 ans, quand il était allé à Marly, il m'avait écrit qu'il avait rencontré dans le jardin un lapin de Garenne et qu'il lui avait conseillé de rester là, au cas où je reviendrais. Je vois bien la scène. Ah, Yvonne. Nous avons connu tant de choses, toi et moi. Mais qu'aurais-je pu entreprendre si tu n'avais été là? Ce qui a été accompli l'a été parce que nous avons été l'un avec l'autre, même quand les océans nous séparaient. Quelle vie je t'ai fait vivre! Que d'horizons, de tourments, de dangers. Et notre plus grand chagrin, mais aussi que d'indicibles joies par ta présence. Mon sang, c'est la fontaine ardente du bonheur. Et sois la plus heureuse, étant la plus jolie. Ô toi, mon unique amour, et ma grande folie.
Il pourrait vous en dire plus que moi sur mes mémoires. C'est lui qui en est le veilleur. Oh, avez-vous remarqué qu'à chaque fois qu'il y a un chat dans une maison, il est le seul à se tenir au courant de tout? Churchill avait un chat qu'il appelait Nelson. Tous les soirs, comme un directeur de cabinet, il lui faisait le compte-rendu de la journée et lui parlait des affaires en cours. Et un jour, Churchill me dit « J'ai l'impression que je ne lui apprends rien. Il sait déjà. » Moi, je ne vous apporte aucune nouvelle du monde où rien ne se fait que de médiocre. La grandeur n'existe plus. Certains s'en réjouissent. Oui, ce sont ceux qui confondent la grandeur et le faste, qui n'y voient que du théâtre. La grandeur, c'est la solitude, l'austérité et l'indépendance. Toute votre vie l'a prouvé. À Londres, en 40, il fallait nous définir. Venus de partout, si différents, on me posait la question. Qui sommes-nous? Des exilés? Des combattants d'une quelconque légion? Alors j'ai dit, nous sommes la France. J'ai osé. Parce que c'était vrai. Qui parlera pour elle à présent? Le risque, désormais, c'est que la France ait à sa tête des hommes habiles, intelligents, cultivés, et même parfois honnêtes, mais qui ne croient pas suffisamment en elle, ou ne l'aiment pas assez. S'ils sont persuadés que la France n'est plus capable de tenir sa place et de diriger son destin, alors commenceront les renoncements. Et c'en sera fini de notre indépendance et de notre souveraineté. Que nous reste-t-il, mon général? Je vois venir un temps où l'homme se satisfera de n'être qu'une marchandise, fier de se suffire à lui-même, sans ressentir le besoin de quelque chose de plus grand. Le jour s'en va. La nuit ne m'effraie pas. En juin 40, Georges Mandel m'a dit qu'il fallait aimer la nuit, parce qu'elle était porteuse de lumière. Et vous et moi connaissons cela. C'est peut-être la vraie définition de la résistance. La nuit, longtemps dévouée à la nuit, tout à coup, se poursuit vers l'ombre et devient l'azur. Magnifique poète. Pierre-Jean Jouve. Il lui a suffi de vous entendre prononcer la France pour savoir ce qu'était l'espérance. Allons. Demain, il fera jour. Au revoir, mon cher et si grand ami. Général, avoir pu vous aider a été la fierté de ma vie. Il est encore davantage face au néant.
Françaises, Français, le général de Gaulle est mort. La France est veuve. En 1940, de Gaulle a sauvé l'honneur. En 1944, il nous a conduits à la libération et à la victoire. Que dans l'âme nationale, de Gaulle vive éternellement. Toutes les affaires, madame? Qu'il ne reste rien, Yvonne. Surtout pas de reliques. Rien.